dans l'ombre épaisse de la chambre, un souffle rauque brisa le silence comme un coup de tonnerre. Benjamin, le cœur battant à tout rompre, s'avança sur la pointe des pieds, ses doigts tremblants effleurant le drap de soie qui enveloppait le corps immobile de Léopold. « Je t'aime » murmura-t-il d'une voix étouffée, ignorant que les paupières du milliardaire frémissaient déjà, prêtes à s'ouvrir sur un abîme de vérité. Le contact fut électrique, une caresse hésitante sur l'épaule nue, un aveu suspendu dans l'air comme une lame prête à trancher. Léopold, figé dans son faux sommeil, sentit un froid glacial l'envahir, non pas de la nuit provençale, mais d'une révélation qui fissurait les remparts de son existence feinte. Et soudain, les yeux s'ouvrirent, deux puits d'azur perçant l'obscurité, rivés sur le jeune homme dont le monde s'effondrait en un instant, entre désir et terreur. La villa des Oliviers se dressait comme un bastion contre le vent du Mistral, perché sur les collines de Provence, là où les cyprès veillaient sur des secrets plus anciens que les vignes centenaires. Léopold de Virel, héritier d'une fortune forgée dans l'acier et les vins fins, y régnait en maître solitaire depuis la mort de sa femme, il y avait 20 ans. À 58 ans, il était un colosse aux tempes argentées, au regard d'aigle qui avait conquis les conseils d'administration de Paris à New York. Mais sous cette armure de pouvoir, battait un cœur marqué par des cicatrices invisibles, des amours fugaces, des nuits volées dans les alcôves de la capitale, des murmures étouffés au creux d'oreillers étrangers. Léopold n'était pas un homme ordinaire, il était un survivant, un homme qui avait appris à feindre pour survivre dans un monde qui pardonnait mal les faiblesses. Marie, la gouvernante, était entrée à son service peu après le drame. Une femme robuste aux mains calleuses, originaire d'un village du Luberon, elle veillait sur la maison avec une dévotion presque biblique. Son fils, Benjamin, avait grandi dans l'ombre de ses murs. À 23 ans, il était l'incarnation de la vitalité provençale, grand, élancé, avec une cascade de boucles châtaines qui dansaient au gré du vent, et des yeux verts hérités de son père absent. Benjamin travaillait comme jardinier, taillant les rosiers et arrosant les lavandes avec une grâce instinctive. Mais ce n'était pas la terre qu'il cultivait en secret, c'était un feu intérieur, un désir qui le consumait depuis l'adolescence. Gai, dans un coin de France où les ragots voyageaient plus vite que le sirocco, il avait appris à taire ses rêves, à les confiner dans des regards volés et des nuits solitaires sous les étoiles. Ce soir-là, l'air était lourd d'orage. Léopold, assis dans son bureau lambrissé, feuilletait distraitement un rapport financier, mais son esprit vagabondait. Il avait remarqué Benjamin, bien sûr. Comment ne pas le voir? Le jeune homme, avec sa chemise ouverte sur un torse allé par le soleil, apportait chaque matin un plateau de café et de croissants frais, ses doigts effleurant parfois le bord de la tasse comme une invitation muette. Léopold, qui avait vu défiler des amants plus sophistiqués dans les salons parisiens, se surprenait à prolonger ces instants, à inventer des excuses pour le retenir. « Dites-moi, Benjamin, ces roses. Elles fleurissent-elles pour l'amour ou pour la beauté ?» Le garçon rougissait alors, balbutiant une réponse, et Léopold riait, masquant son trouble derrière une façade d'ironie aristocratique. Mais ce n'était pas de l'amusement. C'était un test, un piège qu'il se tendait à lui-même. Léopold avait juré, après la mort d'Édouard son premier amour, un artiste maudit perdu dans les affres de la drogue à Montmartre, de ne plus jamais s'exposer. Les femmes étaient des alliés commodes, des trophées pour la société, les hommes, des tempêtes qu'il préférait observer de loin. Pourtant, avec Benjamin, quelque chose craquelait. Peut-être était-ce la pureté du garçon, son innocence farouche, ou simplement la proximité quotidienne qui érodait les défenses. « Il faut que je sache », se dit Léopold ce soir-là, en montant l'escalier de marbre. Il feindrait de dormir, laisserait la porte entr'ouverte, et attendrait. Si Benjamin venait et Léopold espérait qu'il ne viendrait pas, alors la vérité éclaterait, cruelle et libératrice. La nuit s'épaissit. Marie, épuisée par sa journée, s'était retirée dans sa chambre au rez-de-chaussée. Benjamin, lui, errait dans le jardin, un verre de rosé à la main, fixant les fenêtres illuminées de la villa. Son cœur était un volcan. Depuis des mois, il observait Léopold, l'homme qui lisait à l'ombre des platanes, sa voix grave résonnant dans les couloirs comme un appel. Benjamin avait surpris des fragments, une lettre froissée dans un tiroir, un regard trop long sur un tableau représentant deux amants grecs. Était-ce possible? Léopold, le pilier de la bonne société provençale, cachait-il le même secret? Ce soir, l'orage grondait au loin, et avec lui, une résolution. « C'est maintenant ou jamais », murmura-t-il, posant son verre sur une pierre. Il traversa la terrasse, gravit les marches, le pouls affolé. Dans la chambre, Léopold s'allongea, nu sous les draps, feignant l'abandon du sommeil.
Les rideaux ondulaient doucement, portant l'odeur des jasmins. Il entendit les pas légers, hésitants dans le couloir. La porte grinça. Benjamin entra, silhouette sombre contre la lune. Il s'approcha du lit, le souffle court. Léopold ferma les yeux plus fort, son corps tendu comme un arc. Puis, la main, chaude, tremblante, sur son épaule. « Je t'aime », souffla Benjamin, et le monde de Léopold bascula. Il rouvrit les yeux, et le choc fut un givre qui lui noua la gorge. Pas de colère, pas de rejet immédiat, juste une surprise pure, viscérale, qui le cloua sur place. Benjamin recula, pâle comme un spectre. « Monsieur. Je. Pardon. » Sa voix se brisa, et il tourna les talons, fuyant dans la nuit. Léopold resta immobile longtemps après, le cœur cognant. Il avait testé le garçon, mais c'était lui qui avait été testé. Et il avait échoué ou gagné. Le lendemain, la villa sembla plus lourde, chargée d'un silence électrique. Marie, affairée en cuisine, remarqua le trouble de son fils mais l'attribua à l'orage. Benjamin évitait les regards, taillant les haies avec une fureur contenue. Léopold, lui, descendit tard, vêtu d'un costume impeccable, comme pour armurer son âme. Au petit déjeuner, leurs yeux se croisèrent enfin, un feu sous la cendre. « Benjamin », dit Léopold d'une voix basse, alors que le garçon servait le café. « Restez un instant. » Marie s'éclipsa discrètement. Le jeune homme obéit, les mains crispées sur le plateau. À propos de cette nuit. Léopold hésita, cherchant les mots dans un français trop poli pour la tempête intérieure. Ce n'était pas une erreur. C'était courageux. Benjamin leva les yeux, incrédule. Vous ne me haïssez pas? Léopold secoua la tête, un sourire fugace adoucissant ses traits. La haine est pour les faibles. Et nous ne le sommes pas. Ce fut le début, des conversations volées dans le jardin, des touches accidentelles qui n'en étaient plus. Léopold raconta des bribes de son passé ou les nuits parisiennes, la perte d'Édouard, et Benjamin, libéré, confia ses peurs, ses rêves d'une vie au grand jour. Leur lien se tissait, fragile et ardent, sous le soleil impitoyable de Provence. Mais les ombres planaient. Léopold avait un conseil d'administration à Paris la semaine suivante, et avec lui, des alliés douteux, Victor Langlois, un vieil ami d'affaires, connu pour ses ragots venimeux et ses appétits voraces. Victor, qui soupçonnait depuis longtemps les penchants de Léopold, guettait l'occasion de frapper. La vulnérabilité est une arme, murmurait-il à ses complices dans les fumoirs des clubs privés. De son côté, Benjamin luttait avec sa propre tempête. Marie, sa mère, avait surpris un regard trop tendre un soir, et ses questions fusaient, lourdes de tradition provençale. « Fils, cette maison n'est pas pour les fantômes. Choisis la lumière, ou elle te consumera. » Benjamin se taisait, mais la peur grandissait, et si leur secret explosait, ruinant tout? La première fissure apparut lors d'un dîner d'été. Léopold avait invité des voisins ou des viticulteurs prospères, des veuves bavardes. Benjamin servait, silhouette discrète, mais ses yeux revenaient sans cesse à son maître. Victor, arrivé inopinément de Paris, nota tout. Au milieu des rires, il glissa à l'oreille de Léopold, « Ton jardinier a un éclat particulier ce soir. Attention, mon ami, les roses ont des épines. » Léopold blêmit, mais riposta d'un sourire froid, « Les épines protègent les trésors, Victor. » La nuit suivante, dans la chambre, leur premier baiser fut un raz-de-marée. Benjamin, enhardi, s'était glissé à nouveau, mais cette fois sans peur. Léopold l'attira, leur corps se mêlant dans une danse urgente, fiévreuse. « Tu es mon salut », haleta Léopold contre sa peau. Benjamin, les larmes aux yeux, répondit, « Et toi, ma maison ?» Mais au matin, la réalité reprit ses droits, un appel de Paris, un contrat à signer, et Victor qui murmurait déjà des poisons. Ainsi commença leur idylle clandestine, un fil tendu entre passion et péril, dans l'écrin trompeur de la Provence éternelle. Les jours suivants s'écoulèrent comme un vin capiteux, enivrant et périlleux. Léopold, libéré d'un poids qu'il portait depuis des décennies, se surprenait à rire un rire franc, résonnant dans les couloirs de la villa comme un écho d'enfance perdue. Il emmenait Benjamin en promenade vespérale le long des sentiers bordés de thym, où il parlait pendant des heures, de poésie baudelairienne que Léopold récitait d'une voix grave, de rêves d'évasion que Benjamin esquissait avec la fougue d'un adolescent. Et si on partait? Loin d'ici, vers la mer,
ou même l'Amérique, ce pays des possibles que tu évoques toujours, proposa un soir Benjamin, adossé à un olivier centenaire. Léopold caressa sa joue, un geste tendre qui masquait une ombre. L'Amérique est un mirage, mon amour. Elle promet la liberté, mais exige des masques plus épais. Ici, au moins, nous avons ces collines pour témoins. Pourtant, sous la surface idyllique, les fissures s'élargissaient. Marie, avec son intuition de mère provençale, avait perçu le changement chez son fils, les sourires secrets, les absences prolongées au jardin. Un après-midi, alors qu'elle pliait du linge dans la buanderie, elle le confronta. « Benjamin, dis-moi la vérité. Cet homme. Il te ronge l'âme, n'est-ce pas ?» Le garçon, pris au dépourvu, rougit jusqu'aux oreilles. « Maman, c'est plus que ça. C'est de l'amour. » Marie se signa, les yeux emplis de larmes. « L'amour ? Avec lui ? Mon fils, il est du monde d'en haut, toi de la terre. Et si c'est un jeu pour lui ? Les riches aiment les dangers, mais jettent les jouets usés. » Benjamin serra les poings, la voix tremblante, « Tu ne le connais pas. Il m'a sauvé, maman. Il m'a vu, vraiment vu. » Mais les mots de Marie s'enracinèrent comme des ronces, et si elle avait raison ? À Paris, Victor Langlois ourdissait sa toile. Homme aux manières onctueuses et aux yeux de serpent, il avait bâti sa fortune sur des alliances fragiles et des chantages subtils. Il connaissait Léopold depuis leurs années d'études à l'ENA, déjà, il avait flairé le secret, lors d'une soirée arrosée où un jeune étudiant aux lèvres trop douces avait dansé trop près de Léopold. Victor n'avait rien dit alors, l'amitié avait ses prix, mais aujourd'hui, avec la succession de Virel Industries en jeu, il voyait une opportunité. Lors d'un déjeuner au Plaza Athénée, entouré de conseillers aux cravates impeccables, il lâcha la première flèche, « Mon cher Léopold, on murmure dans les vignes que ton jardinier personnel fleurit plus que les rosiers. Attention, la presse people adore les scandales champêtres. » Léopold, sirotant son espresso, garda un calme olympien. Les murmures sont le vent, Victor. Et le vent passe. Mais intérieurement, la peur s'insinuait, un scandale ruinerait non seulement sa réputation, mais exposerait Benjamin à la vindicte publique, ce poison lent qui avait détruit Édouard. De retour à la villa, Léopold chercha refuge dans les bras de son amant. Ils s'aimèrent cette nuit-là avec une urgence nouvelle, leurs corps entrelacés comme des vignes sauvages, ignorant le monde extérieur. « Promets-moi que rien ne nous séparera, » murmura Benjamin, la tête sur la poitrine de Léopold, écoutant le rythme effréné de son cœur. « Je le promets, » répondit l'aîné, mais sa voix portait une fêlure. Le lendemain, il annonça un voyage d'affaires à Lyon et une excuse pour mettre de la distance, pour réfléchir. Benjamin, blessé, acquiesça en silence, mais le doute s'installa, était-ce le début de la fin ? L'absence dura une semaine, 7 jours de lettres manuscrites et d'appels chuchotés la nuit. Benjamin arpentait le jardin comme un lion en cage, taillant les branches avec une violence qui alarma Marie. « Laisse-le partir, fiston. Trouve quelqu'un de ton monde. » Mais Benjamin ne pouvait pas, Léopold était devenu son oxygène, son horizon. À Lyon, Léopold négociait des contrats, mais son esprit était à la villa. Il repensait à Édouard, la passion fulgurante, la chute brutale. Pas cette fois, se jura-t-il, envoyant un billet d'avion pour Benjamin ou une surprise, un week-end à Paris, incognito. Le rendez-vous fut magique. Sous un ciel de plomb, ils se promenèrent le long de la Seine, main dans la poche pour tromper les regards. Dans une brasserie anonyme, Léopold confia plus, « J'ai faim le sommeil cette nuit-là pour te tester, pour me tester. J'avais peur de ce que tu éveillais en moi. Mais tu m'as gelé de surprise, pas de froid, mais de chaleur. Tu es ma renaissance. » Benjamin, ému, posa sa main sur la sienne sous la table. « Et toi, mon premier vrai amour. » Ils rentrèrent à l'hôtel, s'abandonnant à une nuit de tendresse infinie, où les mots cédèrent la place aux caresses, aux promesses murmurées dans l'aube. Mais le piège se refermait. Victor, flairant le vent, avait engagé un détective privé, un homme discret nommé Duval, expert en filature. Les photos arrivèrent par mail, Léopold et Benjamin, enlacés sur un banc des Tuileries, un baiser volé dans l'ombre d'un pont. Victor ricana, composant le numéro de Léopold. « Mon ami, j'ai quelque chose qui pourrait intéresser la famille. » Ou la presse. Léopold raccrocha, le sang glacé. Le chantage débutait. De retour en Provence, l'atmosphère changea. Léopold devint distant, prétextant le travail.
Benjamin, sentant le mur se dresser, confronte, qu'y a-t-il? Parle-moi. Léopold, les traits tirés, avoua, un serpent nous guette. Victor sait. La peur unit d'abord, mais sema le doute. Benjamin, naïf, proposa la fuite, partons, maintenant. Léopold refusa, fuir? C'est avouer la défaite. Laisse-moi gérer. Marie, témoin muet, intervint un soir. Elle surprit son fils en larmes dans la cuisine. C'est lui, n'est-ce pas? Ce maudit amour. Benjamin hocha la tête, brisé. Maman, je l'aime tant. Marie, durcissant son cœur de mère, décida d'agir. Elle contacta un cousin à Marseille, un avocat aux connexions obscures, pour protéger son fils. Mais dans sa naïveté, elle ignora que les rumeurs filaient déjà vers Victor. Le conflit couvait, prêt à éclater comme un orage d'été. Léopold, seul dans son bureau, fixait les photos envoyées par Victor, des preuves irréfutables. « Que veux-tu » tapata-t-il dans un message. La réponse fut prompte, une part de Virel Industrie. Où le monde entier saura ton petit secret provençal. Léopold serra les poings. Pour la première fois, il envisagea la trahison non pas envers Benjamin, mais envers lui-même. Payer? Ou tout risquer pour l'amour? La nuit tomba, lourde de présages. Benjamin, ignorant la tempête, s'approcha de la porte de Léopold, prêt à supplier. Mais derrière, l'homme qu'il aimait luttait contre des démons plus vieux que la villa elle-même. L'aube se leva sur la Provence comme un voile déchiré, révélant les cicatrices des vignes après l'orage. Léopold n'avait pas dormi, il avait veillé, le regard perdu dans les flammes de la cheminée, pesant le prix de l'amour contre l'empire qu'il avait bâti. Victor S. Ultimatum résonnait en boucle, une part des actions, 20%, ou les photos publiées dans le Figaro magazine, avec un titre sensationnel qui ruinerait non seulement sa réputation, mais exposerait Benjamin à l'opprobre public ou ce venin social qui, en France, pardonnait moins aux amours interdits qu'aux affaires truquées. C'est du chantage pur, murmura Léopold à son reflet dans le miroir, les traits creusés par l'insomnie. Mais refuser signifiait la guerre, et il n'était plus sûr de vouloir la mener seul. Benjamin, sentant la fissure, força la confrontation au petit déjeuner. La table était dressée comme toujours au croissant doré, confiture de figues maison, mais l'air vibrait de tension. Marie, intuitive, servit en silence avant de s'éclipser. Léopold, regarde-moi, implora Benjamin, sa voix un mélange de peur et de défi. L'aîné leva les yeux, et ce qu'il vit à cette vulnérabilité pure, ses yeux verts implorants le désarma. C'est Victor, avoua-t-il enfin, jetant les photos sur la nappe. Benjamin les parcourut, blêmissant. Il nous veut du mal? Pourquoi? De l'argent? Léopold hocha la tête, amer. Toujours l'argent. Il sait pour nous depuis Paris. Il veut une tranche de mon âme ou de mon empire. Le jeune homme se leva d'un bond, les poings serrés. Alors combattons. Publie-le toi-même, avant lui. Montre au monde que l'amour n'est pas un crime. Léopold rit, un rire triste, presque paternel. Mon doux idéaliste. Le monde n'est pas prêt, et toi non plus. Imagine les portes qui se ferment, pas pour moi, j'ai survécu à pire, mais pour ta mère, pour ton avenir. Benjamin s'effondra sur une chaise, les larmes coulant. Et nous? Sommes-nous condamnés à l'ombre? Léopold s'agenouilla, prenant son visage entre ses mains. Non. Je vais payer. Temporairement. Gagner du temps. Leur baiser fut un serment, salé de larmes, mais chargé d'une détermination nouvelle. Pourtant, la trahison couvait ailleurs. Marie, rongée par l'inquiétude, avait agi dans l'ombre. Son cousin, l'avocat de Marseille, avait contacté un journaliste freelance, un certain Duval ironie du sort, le même nom que le détective de Victor. Expose-les avant qu'il ne te dévore, avait-elle supplié, convaincue que la lumière publique protégerait son fils d'un amour qu'elle jugeait toxique. Elle ignorait que Duval était doublé, vendant ses infos au plus offrant, Victor, qui jubilait. Parfait, siffla-t-il dans son bureau haussmannien. La mère elle-même creuse leur tombe. Les jours suivants furent un tourbillon. Léopold signa les papiers pour les actions, un virement discret qui apaisa Victor pour l'instant. En échange, il exigea la destruction des photos. Marché conclu, répondit l'autre, mais ses yeux de serpent brillaient de promesses non tenues. Libéré provisoirement, Léopold se tourna vers Benjamin avec une ferveur renouvelée.
Ils s'échappèrent un week-end dans un mas isolé des Alpilles, où les murs ocre abritaient leur passion. Là, sous un ciel étoilé, ils firent l'amour comme pour sceller un pacte, lent, profond, leurs corps fusionnant dans une danse qui effaçait les ombres. « Tu es mon encre », confia Léopold, traçant des motifs sur la peau de Benjamin. « Sans toi, je dériverais. » Le jeune homme, apaisé, rêva à voix haute, et si on achetait une petite maison à Saint-Rémy? Loin des intrigues, juste nous et les champs de lavande. Mais le répit fut bref. À la villa, Marie guettait. Elle avait remarqué les absences, les regards complices, et son cœur de mère saignait. Un soir, elle surprit Benjamin rentrant tard, les lèvres gonflées d'un baiser récent. « C'est fini, cette folie ?» demanda-t-elle, la voix chevrotante. Benjamin, épuisé, craqua « Non, maman. Je l'aime. Et il m'aime. » Marie, les larmes aux yeux, le serra contre elle. « Alors protège-toi, mon fils. J'ai fait ce qu'il fallait. » Benjamin fronça les sourcils. « Quoi ?» Mais elle se tut, le poids de sa trahison involontaire la clouant sur place. Le coup tomba une semaine plus tard. Le Monde publia un article anonyme, « Scandale à Provence, le magnate Léopold de Virel et son amant secret, le fils de sa gouvernante. » Les photos, recyclées, illustraient l'article flou mais accablante. La France s'enflamma, éditoriaux moralisateurs dans le Figaro, soutien progressiste sur les réseaux, ragots dans les bistrots d'Aix-en-Provence. Victor, bien sûr, nia toute implication, feignant la surprise. Mais Léopold sut, c'était l'œuvre d'un pion manipulé, et Marie en portait la marque. Le chaos s'abattit sur la villa. Téléphone sonnant sans relâche, journaliste au portail, action de Virel en chute libre. Léopold, barricadé dans son bureau, affronta la tempête avec une dignité froide, rédigeant un communiqué, « Ma vie privée est mienne. L'amour, quel qu'il soit, mérite respect. » Mais intérieurement, il bouillonnait. Benjamin, effondré, errait comme un fantôme. « C'est ma faute », sanglota-t-il, se blâmant pour sa faiblesse. Léopold le prit dans ses bras, « Non. C'est la haine des autres. Et nous la vaincrons. » Marie, rongée par la culpabilité, avoua tout ce soir-là, dans la cuisine éclairée d'une lampe tremblante. « J'ai cru te protéger, Benjamin. J'ai parlé à mon cousin. Je pensais que l'exposé le forcerait à te quitter. » Le garçon, dévasté, recula comme frappé. « Tu nous as trahis, maman. » « Pourquoi? T'as peur? » Elle pleura, à genoux, « Pour toi, mon sang. Mais j'ai eu tort. Pardonne-moi. » Benjamin, le cœur brisé, s'enfuit dans la nuit, courant vers les collines, où le Mistral hurlait sa propre douleur. Léopold le retrouva au lever du soleil, assis sur un rocher surplombant la vallée. « Elle ne voulait que te sauver, » murmura-t-il, s'asseyant à ses côtés. Benjamin, les yeux rougis, se tourna vers lui. « Et toi? Vas-tu me quitter, maintenant que je suis un scandale ?» Léopold l'attira contre lui, ferme. « Jamais. C'est notre croix, mais nous la porterons ensemble. » Leur étreinte, sous le ciel naissant, fut un acte de rébellion, un amour qui refusait de plier. Mais le vrai haut de la vague approchait. Victor, sentant la proie affaiblie, lança l'assaut final, une OPA hostile sur Virel Industries, soutenue par des investisseurs avides du chaos. « Tu as payé pour le silence, mais le silence a un prix plus haut, » railla-t-il au téléphone. Léopold raccrocha, le regard dur. Il appela son avocat, préparer la contre-attaque. Et contacter les médias alliés. Il est temps de transformer la honte en force. La bataille s'annonçait épique, un duel entre deux mondes, l'ancien, corrompu, et le nouveau, né de l'amour. Benjamin, regagnant la villa, trouva Léopold en train de dicter des ordres, une lueur de feu dans les yeux. « Quoi qu'il arrive, nous sommes invincibles, » dit-il en l'embrassant. Mais au fond d'eux, la peur persistait, et si l'amour n'était pas assez? La tourmente médiatique balaya la Provence comme un sirocco furieux, emportant avec elle les illusions de sérénité. La villa des Oliviers, jadis sanctuaire de paix, devint un bunker assiégé, portail verrouillé, caméras de surveillance renforcées, et un cordon de sécurité pour éloigner les paparazzis affamés de scoop. Léopold, tel un général en campagne, orchestrait la riposte depuis son bureau, entouré de conseillers en costard-cravate qui évitaient pudiquement son regard. Monsieur de Virel, 7. Affaires personnelles pour écouler l'entreprise, hasarda l'un d'eux,
un jeune loup aux lunettes cerclées d'or. Léopold le foudroya du regard. L'entreprise survivra parce que je le veux. Et mon affaire personnelle est la seule chose qui vaille la peine d'être sauvée. Les mots, prononcés avec une conviction d'acier, firent taire l'assemblée. Pour la première fois, Léopold embrassait publiquement son amour, non pas comme un fardeau, mais comme un étendard. Benjamin, lui, naviguait entre ombre et lumière. Le scandale l'avait propulsé dans un vortex de regards, au village, les commérages fusaient comme des flèches, le fils de Marie, avec le patron. Quel déshonneur! Tandis qu'en ligne, des soutiens inattendus affluaient, des messages d'inconnus partageant leurs propres histoires d'amour cachées. Pourtant, la trahison de sa mère le rongeait comme un acide. Marie errait dans la maison, fantôme pâle aux yeux cernés, suppliant un pardon qu'il refusait encore. « Laisse-moi du temps », lui dit-il un matin, en la croisant dans le couloir. Elle acquiesça, brisée, mais planta une graine d'espoir en préparant son plat préféré, une daube provençale, arrosée de larmes invisibles. Victor, de son perchoir parisien, savourait sa victoire partielle. L'OPA hostile progressait, les actions de Virel plongeaient, les investisseurs fuyaient comme des rats d'un navire coulant. Il organisa un dîner stratégique chez Maxims, toast au foie gras et murmures complotés. Léopold est fini, fanfaronna-t-il à ses alliés, un cigare aux lèvres. Un vieux schnock obsédé par un gamin de ferme. La France morale l'écrasera. Mais sous son arrogance, une faille, il sous-estimait la résilience de Léopold, forgée dans les feux de pertes passées. Le contre-coup vint de manière inattendue. Léopold, conseillé par un allié fidèle à un ancien amant discret, devenu magnate des médias, lança une contre-offensive. Une interview exclusive dans Télérama, où il parla sans phare, « Oui, j'aime Benjamin. Et cet amour est plus pur que toutes les fortunes que j'ai amassées. » Victor Langlois? Un serpent qui mord sa propre queue. Voici les preuves de ses chantages. Les documents mais interceptés, virements tracés furent publiés en annexe. La marée tourna, Libération titra « L'amour triomphe du chantage », et les actions remontèrent, portées par un public fasciné par ce drame shakespearien à la sauce provençale. À la villa, l'ambiance se fissura différemment. Benjamin, submergé par l'exposition, connut sa propre crise. Une nuit, après une émission TV où un commentateur l'avait qualifié de jouet du milliardaire, il s'effondra dans les bras de Léopold. « Suis-je vraiment ça ? » « Un caprice pour toi, hurla-t-il, les ongles enfoncés dans la chemise de l'aîné. Léopold, le cœur serré, le serra plus fort. « Non, mon amour. Tu es ma lumière. Sans toi, je ne suis qu'un empire vide. » Ils firent l'amour alors, non pas avec urgence, mais avec une douceur rituelle, redécouvrant chaque courbe, chaque souffle, comme pour ancrer leur lien contre les vents contraires. Au matin, Benjamin se réveilla résolu, « Allons voir maman. Ensemble. » La réconciliation fut un tableau poignant. Dans la cuisine, baignée d'odeurs d'herbe et de regrets, Marie les attendait, les mains tremblantes sur une tasse de tisane. « Je suis une idiote », murmura-t-elle dès qu'ils entrèrent. Benjamin s'approcha, hésitant. « Tu es ma mère. Et tu as eu peur pour moi. » Les larmes coulèrent, et Léopold, en retrait, observa la scène avec une émotion contenue. « Madame, votre fils est un homme exceptionnel. Merci de l'avoir élevé ainsi. » Marie, essuyant ses yeux, tendit la main. « Protégez-le, monsieur. Ou je vous maudirai jusqu'à la fin des temps. » Léopold sourit, sincère. « Avec ma vie. » Ce fut scellé autour de la table, un repas simple où les mots guérirent ce que les actes avaient brisé. Mais le climax approchait, inexorable. Victor, acculé par les révélations, contre-attaqua avec une arme sournoise, une rumeur sur le passé de Léopold, exhumant l'histoire d'Édouard. Suicide dû à une relation toxique avec de Virel, titra un tabloïd subventionné. Les médias s'emballèrent, dépeignant Léopold en prédateur sériel. Benjamin, lisant l'article, sentit la nausée monter. « C'est faux, n'est-ce pas ?» Léopold, blême, hocha la tête. Édouard s'est perdu dans ses démons. J'ai essayé de le sauver, comme toi. Mais le doute s'insinua, empoisonnant l'air. La confrontation finale eut lieu à Paris, dans les bureaux de Virel Industries, sous un ciel d'orage. Victor arriva, escorté de ses avocats, un sourire carnassier aux lèvres. « Assieds-toi, Léopold. On discute termes de reddition. » Mais l'aîné avait anticipé, la salle était remplie de journalistes,
de caméra, et au centre, Benjamin, droit comme une lame. Pas de reddition, déclara Léopold, la voix tonnante. Seulement justice. Voici les enregistrements de tes appels, Victor. Ton chantage, tes mensonges sur Édouard Autou. Le serpent blêmit, bafouillant des dénégations. Benjamin s'avança alors, la voix claire, vous avez voulu détruire un amour que vous ne comprenez pas. Mais l'amour gagne toujours. Les flashs crépitèrent, et Victor s'effondra, son empire de mensonges en miettes. L'OPA fut annulée, les actions flambèrent, et la France, touchée par ce duo improbable, acclama leur courage. De retour en Provence, la villa sembla respirer enfin. Mais la victoire avait un prix, les cicatrices. Une nuit, sous les étoiles, Léopold et Benjamin s'allongèrent dans l'herbe du jardin. Et maintenant, demanda le jeune homme, la tête sur l'épaule de l'aîné. Léopold caressa ses boucles. Maintenant, on vit. Vraiment. Leur baiser fut un horizon, chargé de promesses non dites. Pourtant, une ombre persistait, la peur que le monde, malgré tout, ne pardonne pas pleinement. Et si la trahison suivante venait de l'intérieur? Les semaines qui suivirent le triomphe sur Victor furent un baume sur les plaies encore vives. La Provence, fidèle à sa nature généreuse, enveloppa la villa d'un automne doux, feuilles d'or sur les vignes, air embaumé de figues mûres, et un silence reconquis après la cacophonie médiatique. Léopold, libéré du joug du secret, se métamorphosa. Il fonda une association pour les droits LGBTQ+ en milieu rural, finançant des refuges et des campagnes anti-chantage, transformant sa douleur en phare pour d'autres. L'amour n'est pas un luxe, déclarait-il dans les interviews, Benjamin à ses côtés, rayonnant d'une fierté tranquille. Le jeune homme, lui, reprit le jardin avec une ardeur nouvelle, plantant des roses blanches au symbole de pureté reconquise et envisageant des études en horticulture, payées par une bourse discrète de Léopold. Marie, guérie par le pardon, devint une alliée inattendue. Elle apprit, piochant dans des livres empruntés à la bibliothèque d'Avignon, et un soir, osa une question timide, c'est beau, ce que vous avez. Comment le vivre sans peur? Benjamin rit, ému, et l'étreignit. Avec du temps, maman. Et beaucoup d'amour. La famille recomposée au mère, fils, et l'amant devenu pilier au partageait désormais des dîners où les rires effaçaient les ombres, autour de tables chargées de tapenades et d'anecdotes provençales. Pourtant, la humanité de leur histoire résidait dans ces nuances grises, non dans un triomphe absolu. Victor, discrédité, s'exila à Genève, mais ses complices rôdaient encore, et les ragots villageois persistaient comme des herbes folles. Léopold, hanté par le spectre d'Édouard, connut des nuits d'insomnie où le doute le rongeait, suis-je digne de ce bonheur? Benjamin, sensible à ses tourments, devint son ancre, murmurant des mots d'apaisement dans l'obscurité. Tu n'es pas parfait, mais tu es mien. Et ça suffit. Le vrai test vint avec l'hiver. Une grippe traîtresse frappa Léopold, le clouant au lit, vulnérable pour la première fois. Benjamin veilla, épongeant son front fiévreux, récitant des poèmes de Verlaine pour chasser les démons. Marie, en coulisses, bouillonnait des remèdes ancestraux à infusion de thym, bouillon de poule. Dans cette faiblesse, leur lien se révéla indéfectible. Léopold, murmurant entre deux quintes de tout, confia, si je pars, promets-moi de vivre grand. Benjamin, les larmes aux yeux, répondit, pas sans toi. Jamais. La convalescence fut une renaissance. Au printemps, ils partirent en voyage au non vers l'Amérique mythique, mais vers la côte d'Azur, un mas loué face à la mer. Là, sous un ciel azur, Léopold mit un genou à terre, non avec un anneau tapa accent grave-l'œil, mais avec une bague simple en or provençal, gravée de leurs initiales entrelacées. Benjamin, fils de la terre qui a éveillé mon cœur gelé, veux-tu être mon partenaire, mon égal, pour les jours qui restent? Le jeune homme, ébloui, accepta d'un baiser salé par les embruns. Oui, Léopold. Pour toujours. De retour à la villa, la nouvelle fut célébrée modestement, un dîner avec Marie et des amis triés sur le volet, toast au rosé millésimé. Mais la vie, dans sa sagesse cruelle, rappela que le bonheur est fragile. Quelques mois plus tard, un accident mineur ou une chute dans l'escalier, séquelle d'une vieille blessure rappela à Léopold sa mortalité. Allongé à l'hôpital d'Aix, entouré de machines bipantes, il serra la main de Benjamin. Pas de regret, souffla-t-il. Le jeune homme, fort désormais, répondit, seulement de l'amour. Léopold guérit, mais l'épisode humanisa leur union.
Ils adoptèrent un mode de vie plus simple, des week-ends à vélo dans les garrigues, des soirées à lire à voix haute, des projets pour un fonds d'aide aux jeunes gués ruraux. Marie, veuve depuis peu d'un amour tardif, trouva paix en voyant son fils épanoui. « J'ai trahi par peur », confia-t-elle un jour. Mais l'amour m'a enseigné le courage. La fin de leur histoire n'était pas une apothéose hollywoodienne, mais une quiétude méritée, tissée de cicatrices et de joie. Des années plus tard, alors que le Mistral soufflait toujours sur les collines, Léopold et Benjamin, grisonnant l'un comme l'autre, se promenaient main dans la main publiquement, sans peur. La villa des Oliviers, témoin muet, abritait désormais non plus des secrets, mais des souvenirs, un amour qui avait gelé de surprise, puis embrasé un monde. Et dans le jardin, les roses blanches fleurissaient, éternelles.